Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. L'immeuble haussmannien a-t-il un bel avenir devant lui ? C'est l'architecte Augustin Rosenstiel qui répondra à la question. Il était présent il y a peu au Forum Bois Construction au Grand Palais et c'est comme cela que je l'ai rencontré. Je le remercie de m'avoir rejoint en studio pour un épisode passionnant dédié à la construction bois biosourcé appliquée à l'environnement haussmannien. Bonjour Augustin Rosenstiel. Bonjour. J'aimerais que nous commencions cet entretien en nous replongeant dans l'entreprise haussmannienne, si je peux dire les choses comme ça. C'est en effet cette entreprise un immense chantier de modernisation de la ville de Paris, en fait, qui n'était plus adapté aux besoins de son époque et de ses habitants. Vous me voyez venir. Est-ce que Haussmann vous inspire dans votre démarche d'architecte ? Alors en effet, il y a Haussmann l'urbaniste qui finalement a abordé la ville de Paris avec les outils du paysagiste presque, puisqu'il crée des grandes percées, comme on a pu aménager les bois et les forêts, notamment en Île-de-France, mais enfin partout en France. Et puis il y a le cahier des charges architectural, la construction en pierre, bien sûr, mais aussi une codification très élaborée qui ont permis à tout un tas d'architectes de construire des immeubles avec un air de famille et même plus, une vraie grammaire, enfin un langage, et avec plusieurs classes finalement il y a les Haussmann classe 1, classe 2, classe 3, qui correspondent à un niveau d'élaboration de la mise en œuvre de cet alphabet. Et puis, il y a aussi l'Haussmann intemporel, parce que les immeubles haussmanniens, qui ont en moyenne entre 130 et 150 ans aujourd'hui, eh bien, s'avèrent tout à fait adaptés encore. Bon, alors évidemment, avec certaines limites sur le plan de l'isolation, et puis aussi sur le plan... c'est qu'aujourd'hui, Paris est une ville qui est amenée à se réchauffer, et qu'elle est pourtant plus végétalisée qu'on ne le croit dans les grands cours d'îlots, mais c'est un peu insuffisant. C'est un petit peu le seul défaut de cette ville haussmannienne, c'est qu'elle se réchauffe malgré tout. Bon, ça se discute, parce qu'il y en a... Voilà, bon. Mais en tout cas, l'immeuble haussmannien... on le verra aussi à travers l'opération qu'on a faite dans le 18e, subit des évolutions et est assez résilient finalement face aux évolutions d'usage. Oui, alors justement, on peut évoquer d'ores et déjà ce projet, puisque grâce à vous et à ce projet, on va pouvoir emmener nos auditeurs vers le présent et le futur en fait de l'entreprise haussmannienne. Il s'agit donc de l'un des bâtiments qui appartient à Emmaüs, situé dans le 18e arrondissement de Paris. C'est une histoire incroyable car au cœur d'un quadruple îlot haussmannien, construit en 1886, si je ne me trompe pas, il y avait une pièce manquante. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire ? Voilà, alors, il s'agit donc du plus grand îlot, en fait, de la plus grosse opération menée à Paris sous ce vocabulaire haussmannien par un architecte et promoteur qui s'appelle Paul Casimir Fouquiaux et qui va construire cette opération d'une seule traite, tandis îlot, excusez-moi, qui est situé dans le 18e au carrefour des rues Gensu, Simard et Clignancourt, et dont on peut penser que les immeubles qui sont construits ici ont été construit au fur et à mesure de la fabrication de la ville, tandis qu'il s'agit bien d'une seule et même opération sur 1,6 hectare, avec donc 74 immeubles, 5000 fenêtres, enfin bon, voilà, une très grosse opération qui visait à loger des ouvriers, des foyers modestes, donc avec une dimension aussi assez humaniste, donc des tout petits logements qui sont devenus aujourd'hui, qui ont été rassemblés, qui sont devenus des logements familiaux. Et donc une dent creuse non maîtrisée qui pourtant appartient à la ville de Paris, où était construit un petit hôtel. Et on n'a jamais réussi à savoir pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été maîtrisé par cet architecte promoteur qui pourtant bâtissait évidemment en relation très étroite avec la ville. Mais donc cette petite dent creuse qui, jusqu'à très récemment, était restée un ancien hôtel et donc une construction assez insalubre que Emmaüs
nous a confié pour la construction donc, d'un foyer de 44 chambres pour les compagnons d'Emmaüs. Et c'est aussi la preuve qu'en fait, cette entreprise haussmannienne, finalement, n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il vous est revenu l'idée de devoir compléter le puzzle. Alors voilà, évidemment, sur le plan patrimonial, architectural et urbanistique, grosse question. Est-ce qu'on construit ici un immeuble qui n'a rien à voir en disant justement il n'y avait pas d'immeuble haussmannien? Ça, de toute façon, il ne s'agit pas de se fondre dans la masse. Ou est-ce qu'on en profite pour réinterroger les codes haussmanniens? C'est ce qu'on a choisi de faire. C'était un concours d'architecture, hein, donc anonyme. Et donc l'idée a été de réinterpréter de manière assez frugale cette architecture qui peut sembler luxueuse, mais qui en même temps, on le voit à l'origine, était modeste, puisque c'était vraiment pour des foyers très modestes. Et donc, en employant la pierre massive en façade, le bois pour les planchers et la structure, comme on le faisait à l'époque, et puis sur les cours, à l'époque, on employait du tout venant, tout ce qui tombait un peu sous la main, qui était finalement après enduit, donc des briques, des pierres, des pans de bois, et où nous avons donc choisi de faire un mur à ossature bois avec du béton de chanvre, qui serait un peu une sorte d'interprétation du tout venant contemporain. Oui. Donc c'est une version frugale, pas forcément économe, mais minimale. Alors, oui, surtout sur la pierre, parce que la pierre a été employée avec un langage qui va reprendre la mesure minimale employée sur les compositions très complexes des immeubles haussmanniens, et composition donc de chapiteaux, de colonnes, de demi-colonnes, enfin de tout cette grammaire, et qui évidemment repose sur des règles de proportion et qui globalement tire des lignes à l'horizontale dans le rez-de-chaussée du premier étage par ce qu'on appelle un bossage, donc une taille de pierre plutôt à l'horizontale, et après une taille de pierre avec des lignes élancées à la verticale dans le corps des étages, et avec la complexité du choix de la taille des pierres en fonction des sculptures qui sont appliquées dessus pour former ces colonnes et ces chapiteaux, etc. Donc pour nous, toute cette taille de pierre, c'est pas encore ce qu'on appelle vraiment la stéréotomie, qui est vraiment l'art de tailler des pierres, de faire des voûtes complexes, des escaliers. Là, ce sont des tailleurs de pierre de type d'ornementation. Ceci dit, est tout à fait exclu chez nous de faire de la taille de pierre d'ornementation, non, pas non plus une volonté de reproduire ce langage tel qu'il était pensé à l'époque haussmannienne, mais donc simplement en appliquant la dimension minimum qui est de 11 cm, qui correspond à l'écartement entre la fenêtre et la colonne, donc à la demi-colonne, eh bien, nous avons taillé des engravures tous les 11 cm à l'horizontale dans le rez-de-chaussée, donc dans l'entresol, et tous les 11 cm de manière verticale dans le corps. Point barre. Oui. Et ces rayures, enfin cette forme de hachurage de la pierre va permettre d'employer la pierre de manière totalement libre, ou presque, puisque tous les 11 cm, on peut tailler. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, d'Haussmann, puisqu'il fallait que ça tombe à certains endroits, et donc, quelque part, on devait tailler la pierre avec beaucoup plus d'exigence. Nous, l'idée, c'est un peu de manger tout le beefsteak. Ce n'est pas une allégorie très végétarienne, très contemporaine, mais on va dire autrement, manger tout le légume, voilà, y compris avec la peau. Voilà. Et donc, d'avoir le minimum de déchets. Et ça donne aussi l'aspect d'un mur qui est entièrement composé par des lignes, comme chez Haussmann, et qui efface totalement l'assemblage des pierres, qui est, lui, un peu rustique. On a vu ça après-guerre, des murs en pierre de taille, simplement calpinés comme ça. Et en fait, c'est un vrai retour en arrière, finalement, pour l'architecture de pierre, qui, elle, était riche de la stéréotomie, de tout un savoir, qui sublimait la pierre. Bon, il y a des très beaux projets en pierre massive qui sont très simples aussi, mais peut-être sur des différentes échelles ou dans d'autres contextes. Ici, chez Haussmann, l'idée, c'était quand même de retrouver une correspondance entre composition de façade et emploi de la pierre. Et c'est avec cette unité minimum qu'on a trouvé cette réponse qui nous a permis de faire des économies sur la pierre, d'avoir
un ouvrage entièrement en résonance avec cette écriture haussmannienne et en même temps quelque chose de très ordinaire. Et oui, c'est pour cela que ce projet est très beau, parce qu'il est en résonance avec l'histoire qui l'entoure, mais en même temps, il est aussi en résonance avec les questions actuelles de la construction. Et donc, cette construction qui intègre du bois, de la pierre, du chanvre, qu'on peut croire complètement identique et conforme aux usages du passé, a aussi désormais des défis à relever. Donc cet immeuble était au croisement de toutes les époques et en même temps, il posait les bonnes questions. Oui, tout à fait. Alors, en effet, le croisement de ces matériaux qui sont tous très fléchés aujourd'hui par la ville de Paris, par tout un tas évidemment de cahiers des charges et les architectes s'y intéressent beaucoup. Bon, ça suppose quand même, je dois le dire, certaines difficultés sur le plan normatif, de mise en œuvre, parce que ce sont des techniques dites ancestrales, donc beaucoup n'ont pas de nouvelles réglementations, simplement les objectifs à atteindre sur le plan thermique et divers et variés rendent l'emploi de ces matériaux plus complexes. Et puis, dans le cas d'Haussmann, aujourd'hui, par exemple, faire une façade en pierre et faire une façade très légère en ossature bois et en même temps avoir les attributs d'architecture d'aujourd'hui, ça suppose aussi des différences de charges, des tassements différentiels, des liaisons qui sont plus complexes et plus exigeantes qu'elles n'étaient à l'époque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les immeubles haussmanniens, pour certains, se déforment un peu. Les planchers se tordent un peu. Bon, des fois, ça pose vraiment des problèmes quand il y a des pathologies de fondation. Mais sinon, naturellement, avec le temps, ils se déforment. Ce sont des choses qu'on ne tolère plus aujourd'hui. Donc, tous ces matériaux biosourcés, géosourcés, tout ça, sont très exigeants pour correspondre aux attentes contemporaines. Et de quoi, en tant qu'architecte, auriez-vous désormais besoin, je parle notamment de la norme, pour pouvoir avancer dans votre travail d'architecte convaincu par les matériaux biosourcés? Je pense que c'est surtout du côté des filières. Je pense à la pierre. On est assis sur un gisement extraordinaire de pierre. Ça coûte encore cher. Pourtant, les filières se développent, mais elles se développent en achetant des outils. Elles se développent frileusement parce que ça semble évident, mais à quelle vitesse ça arrive, la commande? Et quand on est une entreprise dans une carrière, quelques mois où on se trompe et ça peut être fatal. Donc, on ne peut pas reprocher aujourd'hui à cette filière d'être trop chère. Voilà. Et pour le moment, elle l'est encore. Mais ça semble évident qu'on doive construire en pierre aujourd'hui. Notamment en pierre, mais en tout cas, c'est vrai qu'avec la pierre, peut-être que certains diront que demain on se rendra compte qu'en bouleversant les sous-sols, on a encore fait des catastrophes. Mais là, vous allez encore plus loin, peut-être trop. Mais en tout cas, par rapport au bois, c'est déjà plus. Ça semble plus simple, parce que le bois, il faut le faire pousser, il est vert. Il y a tout un tas de choses qui bousculent vraiment la nature. Là, c'est vrai que, de toute façon, en plus, il s'agit pas de construire énormément, mais la pierre est un matériau absolument fantastique. Et en tant qu'architecte, vous sentez-vous parfois pris entre je dirais presque des conflits de loyauté entre vos convictions et puis la réalité pour l'instant du marché? Oui, je pense qu'on est dans une époque où on essaye de faire mieux et donc on teste, on explore, on se perd et on fait des conneries. Oui. Voilà, pour le dire c'est normal, simplement, ça. Et que l'important, c'est que on avance et qu'on expérimente et on monte de nouvelles marches et pour justement, par exemple, consolider des filières qui étaient affaiblies. En attendant que ça arrive, la réponse est oui. On est toujours frustré, on est toujours pris un peu dans l'étau. Je pense qu'aujourd'hui, l'acte de construire n'est plus seulement l'apanage de l'architecte. Alors mes confrères vont me faire une drôle de Dieu, mais voilà, moi je pense que l'architecte est dépositaire de beaucoup de choses. Il faut qu'il le reste parce que c'est une catastrophe quand tout le monde s'en mêle. Mais par contre, sur le plan de la construction, des filières, des matériaux,
on est en train de se réorganiser et on sait que le rapport entre architecture, filière et parfois même production et production agricole de produits de construction sont des relations à renforcer. Et c'est le rôle aussi des politiques, c'est le rôle de tous les autres acteurs que de renforcer ces liens. Et tout cela prend du temps surtout, alors qu'on est sans doute pressé, et on se sent pressé par une certaine urgence aussi. Oui, mais les projets, heureusement, mettent encore un peu de temps. Et puis, nos cahiers des charges et nos attentes trop complexes, qui ont le défaut d'être trop complexes, des fois ralentissent aussi la production. Mais oui, c'est surtout ça va un petit peu trop vite, c'est clair. Tout à l'heure, et ce sera la dernière question, vous avez parlé de tests, d'expérimentation qu'on peut faire parfois. Vous aviez imaginé pour cet immeuble, je vous cite, une toiture pour nos colocataires non humains. Là, donc c'était cet immeuble d'Emmaüs. Oui. C'est finalement l'impératif du respect de la biodiversité qui s'impose dans un Paris qu'on juge parfois trop minéral. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, le Paris haussmannien n'est pas si minéral que cela. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette toiture pour les colocataires non humains ? Alors, et quel était le but de cela ? Le début de cette histoire, c'est qu'un Haussmann contemporain, c'était aussi un Haussmann sans toiture. Enfin, c'est-à-dire que c'est très difficile de réinterpréter la toiture mansardée avec l'emploi du zinc ou de l'ardoise, et qui là nous ramenait dans une forme de langage différent. Par ailleurs, il se trouve que nous avons beaucoup travaillé à l'agence sur des questions des relations entre l'agriculture, la nature et la ville, notamment à travers une exposition et une publication qui s'appelle Capital agricole. Et donc, j'ai beaucoup échangé avec notamment des botanistes, et pour se rendre compte, par exemple, qu'en Île-de-France, la ville de Paris est malgré tout le territoire le plus riche en biodiversité, alors qu'il est entouré de campagnes. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord la complexité du relief qui est le premier facteur d'accueil de la biodiversité. Parce que si un terrain est simple, eh bien, ce sont des plantes peut-être sauvages, mais en tout cas hégémoniques, qui vont s'accaparer cette surface. Donc, terrain complexe égale biodiversité. Évidemment, après, il y a la chimie qui s'en mêle, mais restons sur cette relation. Et donc, dans cette toiture haussmannienne qui avait été très discutée avec les ABF, parce que les ABF ont regardé ce projet de près, nous, on ne souhaitait pas faire une toiture végétalisée ordinaire, parce que sur le plan de la biodiversité, elles sont assez pauvres. La grosse difficulté en hauteur, c'est le vent. Le vent assèche tout, il y a très peu de choses qui s'y installent. Et donc, une toiture en hauteur avec du vent est plate, pas très intéressante sur ce plan-là. Et par ailleurs, la vue qu'elle donne est non plus pas très excitante, parce qu'aujourd'hui, on a toujours des petits édicules, des petites choses qui sortent un peu de partout. Et alors, il faut faire des bornes stériles autour de ça. Ça donne un espèce de patchwork pas très intéressant. Donc, nous avons décidé de créer une architecture favorable à la biodiversité qui, donc par définition, devait être un chaos. Bon, difficile de faire un chaos et de demander à une entreprise de le construire après, parce qu'elle va dire qu'est-ce que vous me racontez, Donc on a dessiné un espèce de chaos ordonné en récupérant des bois naturels du bâtiment non traité, et en faisant des espèces de tipis, enfin une forme géométrique un peu claire pour que l'entrepreneur puisse les fabriquer, sur lesquels nous avons déposé des tas de terre de manière irrégulière. Et donc la jonction de ces deux formes, l'état rond et le treillis de bois, a formé un relief qu'on a jugé suffisamment complexe, qu'on a un peu discuté avec Florent Hiver, qui est écologue, qui a vu ça d'un œil amusé, parce qu'on ne va pas dire qu'il a été l'architecte de ça, mais en visant certaines espèces, dont un faucon et d'autres animaux, et ce qui pourrait être déposé aussi par les oiseaux, trouvant un habitat un peu plus protégé, un peu plus sûr, protégé du vent, avec des taux d'humidité différents. Et Florent disait, mais c'est aussi ça qu'il faut faire. Il faut faire cette chose-là, il faut aller la visiter dans 5 ans et regarder. Voilà. Et cette idée de chaos ordonné, je l'aime beaucoup, parce qu'elle nous rappelle la philosophie grecque antique,
qui aurait tellement de choses à nous enseigner à nouveau. Peut-être une toute dernière question, j'ai dit que la précédente c'était la dernière, mais est-ce que cet immeuble finalement c'est un heureux apax ou est-ce qu'il est appelé à se reproduire quand c'est possible à Paris ? Alors bien sûr, dans toutes les dents creuses qui se présenteraient, notamment dans ce type de tissu évidemment, et je pense que ça serait assez rigolo de trouver d'autres façons de faire de l'Haussmann contemporain ou de l'Haussmann frugal, ou voilà, parce que nous on en a eu une interprétation. Mais il y a quand même quelques immeubles en pierre qui se font. Je pense à l'architecte Quinton. Barreau Pressaco qui avait déjà construit un immeuble en pierre avec du bois et du chanvre il y a quelques années. Bon, qui n'est pas vraiment dans ce contexte haussmannien direct, bien que dans le 11e arrondissement, mais qui a joué un autre registre, qui n'était pas vraiment en rapport avec le Paris haussmannien, puisque là, il y avait le choix vraiment de la lecture des pierres, et notamment de pierres taillées dans les encadrements de fenêtres. Donc, ce n'était pas vraiment un jeu. Mais en tout cas, voilà, oui, des immeubles en pierre à Paris, en façade de pierre porteuse, je pense que ça pourrait même devenir un nouveau standard. Oui, un nouveau standard et finalement un bel avenir alors pour notre Paris haussmannien encore. Merci beaucoup Augustin Rosenstiel de cet entretien et puis merci à vous toutes et tous de votre fidélité. Merci. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.